très heureux de t'accueillir sur scène. Marion, on a déjà évoqué un petit peu Ask Mona, mais il y a peut-être des personnes dans la salle qui ne connaissent pas ce que tu as développé depuis de nombreuses années. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu juste à la genèse de la société, et puisque ce que tu fais aujourd'hui, on a parlé un peu de langage naturel, de contenu, et voilà, si tu peux développer déjà ton activité. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Ask Mona, on a pour habitude de dire qu'on met l'intelligence artificielle au service de la curiosité. Et donc, en août, ça fera 10 ans qu'on a commencé à faire ça. Donc, on a quelques heures de vol sur ce sujet qui s'est beaucoup accéléré ces dernières années avec l'arrivée de ces agents grand public de ChatGPT, Gemini, etc., qu'on a évoqué depuis le début de la matinée, avec pour conséquence que de plus en plus de personnes se tournent vers eux pour demander des conseils, sauf qu'en face, quand on est un acteur du tourisme ou de la culture, les acteurs de la curiosité que nous on a l'habitude de servir, eh ben, on a peu de contrôle sur ces données, on peut chercher à l'orienter avec du géo, mais on n'a pas tout à fait la main. Et surtout, on se prive de plein de questions très intéressantes pour comprendre qu'est-ce que ces voyageurs ont envie de connaître. Et donc, nous, chez Ask Mona, c'est vraiment ce qu'on voit depuis ces dernières années. Et ce qu'on voit aussi, et c'est ce dont on a parlé depuis le début de la matinée, c'est que face à ça, différents acteurs s'organisent pour créer leurs agents IA. Donc effectivement, là on a eu plein d'exemples de cas d'usage d'agents IA, mais souvent par expérience, pour du coup avoir vu beaucoup d'agents d'IA, je trouve qu'ils ont ce que j'appelle la voix par défaut. C'est-à-dire qu'ils se présentent tous un peu pareil, ils ressemblent tous un peu à la même chose, ils s'expriment tous de la même manière. Et donc notre enjeu chez Ask Mona, c'est comment est-ce qu'on peut apporter de la singularité pour vraiment servir cette curiosité. C'est-à-dire... Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement, parce que tu en as réalisé plus tôt, plusieurs pour les institutions culturelles notamment, pour les destinations touristiques également, l'originalité et les nouvelles possibilités aussi de dialogue que tu crées qui n'existaient pas nécessairement pour les personnes curieuses? Bien sûr. Donc nous, à Ask Mona, depuis ces 10 années, on a eu la chance de déployer 200 projets dans 18 pays. J'ai le compte à jour, j'ai vérifié hier. Et en fait, fort de tous ces déploiements, on a créé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie IKC, donc Identity, Knowledge, Culture, que je vais partager avec vous quelques clés ce matin, avec différents aspects. D'abord, sur cet aspect d'identité, il y a un premier enjeu de quel type d'expérience on veut proposer aux voyageurs, quelle forme ça prend. Et donc, il y a évidemment des agents textuels qui peuvent être très pratiques pour donner pas mal d'informations, mais aussi des expériences vocales. On a par exemple créé avec le château de Versailles, en partenariat avec OpenAI, un agent qui permettait de dialoguer en temps réel, ou même des avatars. On a aussi déployé dernièrement, que ce soit en Irlande ou à Arles, des avatars qui s'animent en temps réel, qui permettent de répondre aux questions. Donc il y a cette question de l'expérience, mais surtout, quand je parle d'identité, il y a la question de qui parle. Et en fait, souvent, on a des agents un peu passe-partout. Et nous, on va vraiment travailler comme des romanciers, d'une certaine manière, sur... Mais du coup, c'est quoi comment s'expriment les valeurs d'une marque, la singularité d'une destination à travers cet agent. Donc, on va vraiment les accompagner sur cet aspect. Après, le cas pour Knowledge, on a beaucoup parlé ce matin de base de données, on en parlait encore juste avant. Donc, il y a tout cet enjeu de comment on nourrit ces agents IA. Et donc, nous, effectivement, on a des pipelines agentiques assez puissantes qui permettent d'aller interroger plein de sources d'informations pour répondre. Mais il y a aussi cette question de qu'est-ce que ne doit pas dire mon agent, qui est très importante, à quoi il répond, à quoi il répond pas. Et il y a aussi cette question de qu'est-ce que veulent savoir mes voyageurs et auxquels je n'ai aucune information. Et donc on a tout ce monitoring très intéressant des questions qui sont posées pour comprendre quels sont les centres d'intérêt, quelles sont les zones d'ombre où en fait il y a plein de gens qui sont curieux de savoir plus sur un aspect et en fait on leur apporte pas de réponse. Donc ça c'est quelque chose aussi très important. Donc pour tes clients, ça leur permet à la fois de mieux dialoguer avec leurs audiences, mais également de mieux les connaître et de connaître les besoins en contenu qu'ils pourraient avoir. Cette connaissance, finalement, c'est un enjeu dans les deux sens, pour permettre aux voyageurs de mieux connaître une destination ou un lieu, et à l'inverse, pour la destination, de mieux les connaître. Et je termine sur ce dernier pilier, la culture. Et en fait, pour nous, la culture, c'est un aspect très, très important parce que je parlais de présence de projets dans 18 pays. Ça va
sur de nombreux continents. Et donc, on se pose des questions où, par exemple, quand on déploie quelque chose, là, on vient de déployer un projet en Inde, on a cette question de comment est-ce qu'on va avoir des termes en hindi qui vont être à la fois bien prononcés, bien compris, la bonne tonalité, le bon accent. On a aussi lancé un projet, par exemple, en Bosnie-Herzégovine. Pareil, un enjeu de maîtrise de la langue qui est important. À Abu Dhabi, comment on parle bien l'arabe du Golfe. Aux États-Unis, au Canada, on a aussi des enjeux de comment on va bien prononcer des termes culturels, par exemple avec des peuples autochtones. Donc il y a vraiment cet enjeu de quand on veut accompagner des parcours et des personnes aussi diversifiées, comment est-ce qu'on parle bien leur langue, comment est-ce qu'on la reflète correctement. Et donc nous, cette expérience effectivement assez globale dans des contextes très diversifiés nous a permis aussi d'avoir cette finesse qui est très importante. Et à ce moment-là, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe et votre business finalement, donc c'est plus B2B, enfin B2B2C on va dire, mais vos clients, donc c'est principalement des institutions culturelles, des offices du tourisme? Alors, nous, on est une petite équipe à taille humaine d'une quinzaine de collaborateurs qui voyagent beaucoup, comme effectivement je parlais de ces projets un peu à droite à gauche et qui sont aussi bien avec des acteurs de la culture. Donc, quand je dis culture, c'est au sens large, hein, ça va aussi bien du château de Versailles à Paris La Défense Arena pour une salle de spectacle, mais aussi du tourisme. Tourisme, donc on va accompagner aussi bien des offices du tourisme, des destinations, des villes par exemple, mais aussi des équipements touristiques. Par exemple, je pense à un acteur qui s'appelle Anjou Navigation qui met à disposition des bateaux. Donc on a vraiment on va dire, ce 360 où on n'a que des acteurs qui ont en commun d'avoir des personnes qui viennent, qui sont curieuses, qui ont envie d'apprendre des choses et du contenu à leur transmettre. Alors, on va parler un petit peu du tapis roulant. Tu as écrit un essai sur le sujet, le paradoxe du tapis roulant. Alors, qu'est-ce que c'est? La différence avec un tapis de course, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Alors effectivement, avec toutes ces années passées à baigner dans cet écosystème, j'ai aussi voulu partager mes réflexions sous la forme de différents essais. Le dernier, c'est le paradoxe du tapis roulant, qui est paru chez Lattès. Et en fait, ce paradoxe du tapis roulant, c'est ce qui se produit en ce moment, selon moi. On est à la croisée des chemins entre deux voies. La voie du tapis roulant, où on s'empare de l'intelligence artificielle pour être plus rapide, être plus créatif, avoir plus d'idées. Sauf que si on ne fait pas attention, et qu'on se repose trop sur l'intelligence artificielle, alors, comme avec un tapis roulant, on est très rapide, mais on va tous dans la même direction. Et donc, on finit par tous raconter la même chose, par avoir une forme de standardisation des idées, des productions. Ça, c'est la voie du tapis roulant. Mais à mon sens, c'est pas une fatalité. On peut retourner l'usage qu'on a de l'intelligence artificielle pour en faire un tapis de course, où au contraire, elle vient nous renforcer et elle vient nous permettre de faire encore mieux ce qu'on faisait auparavant, d'aller plus loin. Et donc, c'est vraiment cet enjeu, à mon sens, aujourd'hui, de faire en sorte de pivoter du tapis roulant vers lequel on a tendance à se laisser entraîner par facilité vers un usage de l'IA qui soit tapis de course. Et tu parlais également un peu de la logique du dernier kilomètre, de la valeur ajoutée humaine, de retrouver sa bonne place par rapport à l'IA. Effectivement, c'est des questions, je trouve, qui étaient en fil rouge depuis le début de la matinée, qui est de se dire, OK, cette technologie, elle est là, elle est très puissante, c'est une révolution, elle permet de faire plein de choses, mais comment on la positionne au bon endroit dans nos métiers vis-à-vis de nos savoir-faire, parce qu'au fond, c'est un écosystème de savoir-faire avec beaucoup de personnes qui ont une expertise très importante. Et donc, dans les clés que je donne, il y a cette clé du premier et du dernier kilomètre. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle en faisant en sorte de garder la main sur le premier kilomètre, donc sur l'intention, sur le fait de non pas seulement bien réfléchir à son compte, mais bien réfléchir au pourquoi on utilise l'intelligence artificielle, de quelle manière, à quel endroit. Et le dernier kilomètre, et c'est aussi des choses qui étaient présentes dans les conversations depuis ce matin, c'est-à-dire la réflexion ensuite sur, OK, l'intelligence artificielle a produit ce contenu, ce résultat, mais comment je vais me le réapproprier, le réinterpréter, faire en sorte de ne pas juste le prendre tel quel et de le réadapter. C'est quelque chose d'important avec cette question aussi de où est-ce qu'on place le contact humain aujourd'hui. Et souvent, on pense à tort que du coup, l'IA va remplacer l'humain, alors qu'au contraire, à mon sens, l'humain devient une forme de nouveau premium. C'est-à-dire qu'il y a des points de contact où il faut à tout prix garder de l'humain. C'est important pour la valeur ajoutée de l'expérience de la personne. D'ailleurs, on avait des exemples sur des hybridations avec de l'IA, mais aussi de la recommandation humaine. Et donc, c'est vraiment cette fausse croyance de se dire que l'IA est égale
tout automatiser. Je pense que le tout automatisé, c'est une forme de perte et d'appauvrissement et qu'au contraire, il faut réussir à trouver la bonne hybridation pour avoir le bon curseur entre humain et automatisation. Comment on peut utiliser l'IA pour le futur, et comment tu vois le futur, tes projets de la société, des nouveaux services, peut-être des nouveaux pays dans lesquels vous allez intervenir. Comment vois-tu l'avenir pour Ask Mona ? Alors nous, on a plein de beaux projets dans les cartons un peu partout dans le monde. Donc ces questions-là vont continuer à avancer de notre côté. Mais effectivement, mon sujet, c'est comment est-ce que collectivement, on peut réfléchir au déploiement de cette technologie dans cet écosystème. Et je trouve que des moments comme ce matin sont très riches pour faire de la mise en commun. Parce que finalement, chacun fait plein de choses dans son coin. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir partager pour pouvoir bâtir, on va dire, sur les expériences les uns des autres et pouvoir grandir collectivement vis-à-vis de ce sujet de l'IA qui est là, hein, c'est l'éléphant dans la pièce, on ne peut pas l'ignorer. Mais la question, c'est comment est-ce que on l'adopte pour faire en sorte de réaliser le plein potentiel de cette technologie. C'est-à-dire que souvent, j'entends des personnes dire « Ah oui, mais l'intelligence artificielle, c'est nul, ou ça marche pas, ou il y a telle ou telle problématique. » Et en fait, à mon sens, c'est des usages de l'IA qui sont pas les bons. Là où en fait, il y a plein de choses très intéressantes. Et vis-à-vis de cet aspect de la délégation, par exemple, l'IA, c'est pas seulement un outil auquel on peut déléguer, c'est aussi un outil, quand je parlais du dernier kilomètre, qui peut nous aider par exemple à penser contre nous-mêmes, à avoir ce ping-pong de la pensée. On va pouvoir aller plus loin, avoir des idées différentes dès lors qu'on s'en sert comme une sorte d'outil de ping-pong. Donc je pense qu'il y a vraiment un plein potentiel de l'IA qui n'est pas encore complètement réalisé, avec du coup beaucoup de cas d'usage qui vont être amenés à se développer dans les prochaines années. Alors, dernière question, tu es une boîte française. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement cet écosystème français ? On a vu que vous étiez fait partie d'un programme avec la DGE. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui ? Si on compare aux US, on avait Mindtrip, donc avec l'écosystème californien qu'on connaît bien. Est-ce que c'est un bon terrain de jeu pour expérimenter, construire des partenariats et grandir ? Je dirais que oui, la France est un bon berceau en fait pour les entreprises comme la nôtre. Et quand je dis berceau, c'est donc nous, on va avoir 10 ans, on va dire qu'on est une vieille start-up quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à toute étape, il y a des acteurs pour accélérer notre développement. Et ce programme de la DGE, il est très important parce qu'il s'adresse à des start-up ou à des entreprises qui ont une certaine maturité pour les aider à aller au palier d'après. Et en fait, ça, c'est essentiel parce qu'effectivement, chaque jour, on a des enjeux que vous connaissez aussi sûrement de friction sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte d'avoir tel niveau, par exemple, je sais pas, mais des enjeux de contractualisation ou de marché public ou des aspects de comment est-ce qu'on va pouvoir s'étendre à l'international, aller plus loin. Et donc, en fait, c'est des aspects où il y a vraiment cette espèce d'accompagnement à la carte qui est proposé et qui est hyper intéressant avec une notion de cohorte. Je parlais de collectif tout à l'heure. Et en fait, c'est très important de jouer collectif aussi, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec d'autres acteurs qui ont d'autres problématiques, de pouvoir se soutenir aussi mutuellement. Donc c'est l'énergie collective qui est en marche aujourd'hui dans cette pièce, mais c'est aussi ce que nous, on a trouvé dans ce programme de la DGE qui est très intéressant. Formidable. On va en rester là parce que le temps nous presse. Donc merci beaucoup. Tu nous as envoyé vraiment des ondes très positives sur le potentiel de l'IA si on l'utilise bien. Et puis on peut innover en France. Donc merci beaucoup Marion. C'est très intéressant. Merci.